Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous arrivons au 58e CITREP, nous sommes le 8 mars 2019 et comme chaque année, le 8 mars, c'est la fête de la femme, donc je vous souhaite une excellente fête. Je sais d'ailleurs que vous y Merci. reviendrez, que les femmes syriennes ont fêté également cette journée particulière en Syrie, Oui, dans toute la Syrie, enfin oui. presque toute, hein. En fait, il y a eu effectivement beaucoup de manifestations, une manifestation plutôt pour la femme mère des martyrs, pour la femme militante, pour la femme qui a tenu bon dans le pays, etc. De la même manière d'ailleurs qu'aujourd'hui, la marche du retour, dans le cadre des marches pour le retour des femmes palestiniennes, ça a été aussi la marche des femmes palestiniennes pour la libération de la Palestine. Donc, c'était pas seulement des femmes, bien entendu, c'était des femmes et des hommes et énormément de monde qui, à Gaza, a fait aussi la marche pour le retour. Qui se sont exposés, en fait, comme d'habitude, d'ailleurs, les forces de l'occupant israélien se sont attaquées à tout le monde avec des vraies balles, hein, des vraies armes, je peux dire, et puis bien sûr avec des gaz lacrymogènes, avec des produits aussi toxiques qui ont mis beaucoup de personnes à mal. Il y a eu 2 personnes qui ont été tuées, il y a eu beaucoup de blessés. Je voudrais dire quand même qu'au jour d'aujourd'hui, le bilan, il est à 250 blessés. Le bilan de ces marches, c'était la 50e marche aujourd'hui. Il y a plus de 2500 blessés et puis 250 morts. Euh, Ce qui a fait qu'il y a eu effectivement un rapport aussi de l'ONU qui condamne Israël et j'en suis ravi parce que c'est bien la première fois où on parle des crimes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité par rapport aux pratiques sionistes contre la population et les pratiques de l'occupant, en fait, hein, de l'occupant israélien contre la population. Bien sûr, alors ces dernières journées ont été ponctuées de destruction de maisons, d'arrestations dans toute la Palestine occupée, donc du côté de Bethléem, du côté de Ramallah aussi, pas seulement dans le secteur de Gaza. Mais donc il y a eu des violations de domicile, des arrestations d'enfants, des kidnappings d'enfants, des arrestations d'enfants. Et en plus, alors l'horreur, c'est ils amènent les enfants, ils les castrent, hein. Non seulement ils arrêtent les enfants et ils les emprisonnent, mais aussi il y a un travail sur leur corps et de castration, ils piquent des organes, etc. Des vrais crimes qui sont jusqu'à présent, qui sont pratiqués par l'État d'Israël, par l'État d'occupation israélien en toute impunité contre la population. Donc tout ça, effectivement, on peut dire qu'on est tout à fait solidaire avec tous les peuples du monde peuvent être solidaires avec le peuple palestinien et il est important de se soulever contre ce pouvoir d'occupation qui est non seulement ignoble et fascisant, mais qui pratique des crimes sur les gens et sur leur corps et sur leur terre, sur leur maison, mais aussi même ils vont jusqu'à aussi envahir les prisons et arrêter déjà les prisonniers et leur faire subir des sévices. Donc, je peux dire toute ma solidarité avec non seulement les femmes, mais avec tous les Palestiniens, tous les Syriens, tous ceux qui luttent contre,
contre l'horreur et contre la domination, pour un monde meilleur, pour la paix et pour une vie meilleure des peuples, en toute souveraineté et en toute liberté et en toute comment dire, souveraineté et puis en toute fierté nationale, je peux dire. Voilà. Vous m'avez signalé d'ailleurs, juste avant le début de ce sitrep, Essar, que l'armée israélienne avait tiré avec des chars au sud-ouest de la bande de Gaza. Hein. Effectivement. Effectivement, ils ont bombardé aussi des villes dans le sud-ouest de Gaza. Et bon, ben, ça continue. Et je veux dire, de toute façon, la résistance ne riposte pas encore, mais tout ça, la résistance palestinienne, comme l'axe de la résistance ripostera quand il le faudra. Et puis les Israéliens seront surpris des conséquences. Mais là, pour l'instant, ils sont en train d'agresser tout le monde à droite, à gauche, et je pense que Netanyahou est en train d'essayer de faire une fuite en avant, en fait, hein, parce que lui, il est attaqué, il est en difficulté, et il cherche à créer diversion. J'ai appris aujourd'hui aussi il commence à faire dans le nord de la Palestine occupée, il commence à faire un forage pour le pétrole. Donc, alors qu'il n'a pas le droit de voler le pétrole palestinien, puisque c'est dans la région de Gaza aussi. Donc, il n'a pas le droit d'après les règles internationales, hein, et d'après la loi internationale, mais bon, donc là, il commence en défiant toutes les lois. Voilà. Alors, Essar, on peut peut-être quand même faire une petite parenthèse, parce que dans nos pensées, il y a aussi la population du Yémen qui subit toujours cette agression criminelle saoudienne. Hein. Absolument. Du Yémen et puis du Golan. Oui. Parce que on était en Palestine et puis sur le joug sioniste, hein, donc le Golan syrien occupé subit aussi les exactions israéliennes, puisque tour à tour, et là après la campagne d'israélisation et puis des cartes d'identité israéliennes qui ont été distribuées, une volonté de faire des élections de conseils locaux qui ont été refusées par la population, et suite à quoi il y a eu aussi des blessés et des arrestations massives aussi parmi la population. Les Israéliens voulaient installer des éoliennes et puis exproprier donc l'ensemble des habitants du Golan qui habitent sur ces terres où ils veulent installer des éoliennes. Donc les habitants du Golan ont résisté, refusent de quitter leur maison. Ils dénoncent cette manière de s'approprier par la violence leurs terres, et puis sous des prétextes nombreux et de production d'électricité, etc. D'abord, ils refusent et ils ont dénoncé ce processus. Ils ne veulent pas que les éoliennes soient installées là, d'autant plus que les éoliennes aussi provoquent des problèmes au niveau des répercussions physiques importantes, en fait, au niveau des vibrations. Donc rejet total, et puis les habitants du Golan continuent leur lutte et ils disent: nous sommes enracinés dans nos terres jusqu'à la fin de nos jours, et de toute façon ce sont nos terres depuis l'éternité jusqu'à maintenant. Nous sommes Syriens, nous resterons Syriens.
et il est très proche le jour où nous serons à nouveau dans la Syrie, en Syrie, disons. Donc, c'est-à-dire que l'État, il cherche, il demande effectivement à ce que l'armée syrienne puisse les libérer bientôt, et ils sont toujours solidaires de l'armée syrienne et puis des victoires qui se font en Syrie. D'ailleurs, justement, je voulais aussi rappeler que l'aviation israélienne participe aussi aux côtés des Saoudiens dans le bombardement du Yémen. Alors, dans cette guerre ignoble et ces blocus ignobles contre le Yémen, Israël participe activement dans cette guerre aux côtés aux côtés des Saoudiens. Et donc, c'est eux peut-être qui dirigent aussi. Donc, ça continue au niveau des Israéliens, les agressions au niveau des Israéliens. Il y a eu des agressions sur le sud de la Syrie, des agressions, des violations du ciel libanais, aussi par l'armée, par les forces aériennes, des drones et puis des avions israéliens qui ont tiré quelques missiles sur la Syrie. Ça, c'est il y a une semaine. Il y a bien 10 jours même de ça. Donc voilà, toutes ces violations, elles sont impunies, mais nous les dénonçons, nous Syriens, nous les dénonçons régulièrement à l'ONU et exigeons effectivement que l'ONU puisse prendre les mesures nécessaires pour arrêter ces violations de la souveraineté à la fois du ciel libanais et puis de la Syrie et puis et du Golan par les Israéliens. Donc je voudrais quand même faire un petit topo sur la situation générale en Syrie. L'État syrien contrôle aujourd'hui 85% du territoire syrien. La partie Idlib et le gouvernorat d'Idlib contient tous les terroristes qui ont été sortis de tous les autres coins de la Syrie. Donc c'est un dépôt de terroristes. Il y a la Turquie qui contrôle une partie d'Idlib, et puis la Turquie, par l'accord de Sochi qui a été conclu entre l'Iran, la Turquie et la Russie. La Turquie était garante de la sortie des terroristes de cette région. Cet accord a été conclu le 16 septembre 2018, et puis il était question que jusqu'au 15 octobre 2018, il devait retirer les armes lourdes de tous les terroristes, et que à la fin de l'année 2018, l'État syrien devait reprendre le contrôle de cette région après que la Turquie ait retiré l'ensemble des terroristes de ce pays. Or, il s'est passé que de toute façon, la Turquie n'a rien fait dans ce domaine, que bien au contraire, la Turquie a continué à soutenir les terroristes dans la région, notamment les terroristes d'Al-Nosra. Il y avait 32 factions qui étaient présentes à Idlib, qui se battaient entre elles. Et la Turquie a soutenu complètement Al-Nosra, qui a fait la guerre aux autres. Et en fait, aujourd'hui, Al-Nosra contrôle presque la totalité du gouvernorat d'Idlib à 2-3 factions près. C'est-à-dire, il y a 2-3 équipes qui sont encore dans le secteur. Et puis du côté de l'Est, donc des frontières avec l'Irak, à chaque fois que l'armée syrienne avance pour éliminer complètement Daesh, il y avait des poches de Daesh, rappelez-vous, du côté des Touloul al-Safa, du côté de Boukamal.
À chaque fois que l'armée syrienne arrive à complètement éliminer ou presque, hein, l'armée américaine attaque l'armée syrienne pour sauver Daesh ou viennent les prendre plutôt, les sauver aussi en hélicoptère. Ils viennent les repêcher pour les mettre dans un autre endroit du côté de l'est de Deir ez-Zor et puis les remettre aussi après dans ce coin. Donc il est clair que les Américains font tout pour qu'il y ait une poche de terroristes qui sépare la Syrie de l'Irak, de manière à empêcher qu'il y ait un passage par les terres, un passage pour les camions, pour des voitures, etc., qui aille de la Syrie à l'Irak et en Iran, ce qui faciliterait quand même la vie sur le plan économique, le passage terrestre, hein, pour le transport terrestre, quoi. Donc, ça, c'est la situation. Les Américains ont dit à plusieurs reprises qu'ils se retiraient, mais il n'en est rien. Ils ne se retirent pas. Ils font semblant de se retirer, mais il y en a d'autres qui viennent, etc. Situation très complexe, mais situation aussi très complexe du côté de l'est de Deir ez-Zor. Les bombardements au phosphore blanc au-dessus de la ville de Hajin, des bombardements comment dire, les bombes à fragmentation aussi sur la ville de Hajin et sur la ville de Barouz. Des vrais massacres ont été commis surtout contre la population qui fuyait Daesh de ces villes, et qui ont été bombardés, calcinés dans leur voitures, qui ont été calcinés dans leur mouvement. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi il y a aujourd'hui tous les terroristes de Daesh qui sortent des tunnels et de sous-terre de la ville d'Al-Barouz, justement, qui est aussi à l'est de Deir ez-Zor. Et là, on compte 7000 terroristes, hein, mais aussi avec leurs familles, ils font 50 000 personnes. Mais, donc, il y a des femmes, des enfants, etc. 7000 qui se retrouvent à Al-Barouz et qui doivent quitter, et les Américains viennent les protéger. Alors en fait, les Américains soutiennent les FDS. Le tableau général, c'est que FDS, c'est les forces dites kurdes, mais qui ne sont pas que des Kurdes, c'est une petite faction de Kurdes et d'autres choses, qui est soutenue par les Américains, qui prétend se battre contre Daesh, mais qui, d'un autre côté, pactise avec Daesh contre l'armée syrienne. Et en même temps, il y a eu des discussions avec la Syrie, mais appuyées pour qu'il y ait quand même parce qu'ils avaient peur quand la Turquie d'une attaque turque, quand les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient se retirer. Ils ont eu une grande peur d'une attaque turque, et donc ils ont commencé à dire on va discuter avec la Syrie, puisque ce sont des gens qui sont ils ont annoncé des positions qui étaient valables, mais qui correspondent aux positions de l'ensemble des Kurdes du pays, c'est-à-dire nous on est on est dans l'État syrien, on est partie intégrante de l'État syrien, et puis on se battra avec l'armée syrienne. Mais aussitôt que les Américains leur sourient et leur disent on va vous soutenir, ils s'éloignent de l'État syrien et ils reviennent avec les Américains. Ce qui ressemble aussi aux positions et au jeu des Turcs qui parfois ils disent effectivement nous on veut la paix, on veut, etc. On est pour l'unité de la Syrie, on est pour une solution politique, etc. Mais d'un autre côté, ils avancent leur armée dans le nord de la Syrie et dans le nord-est de l'Euphrate. Donc voilà, ça c'est la situation. Dans le camp
Dans le sud, il y a le camp Rukban, qui Oui. est un camp, qui est une base américaine, mais il y a aussi à côté de cette base américaine, il y a un camp de réfugiés syriens. Rukban, c'est El Tenf, en fait, c'est un triangle qui se trouve à cheval entre les frontières syriennes, jordaniennes et irakiennes. Il y a donc ce camp de réfugiés qui contient 50 000 personnes et qui est livré à 7 000 terroristes qui sont maintenus et soutenus par les Américains. La Syrie et la Russie ont fait, après beaucoup de discussions, etc., ont créé avec l'ONU deux zones de passage pour que les réfugiés puissent revenir chez eux, puisque ce sont des réfugiés essentiellement de la zone sud de la Syrie, qui a été libérée donc récemment, c'est donc de Daraa, Souaïda, etc., qui ont été libérés récemment par l'armée arabe syrienne, et donc il est temps qu'ils reviennent chez eux. Or, ces réfugiés sont retenus par les États-Unis, les Américains les empêchent de sortir. Ils sont dans des conditions absolument déplorables parce qu'ils sont sous des tentes avec ce grand froid, des tempêtes de neige, de pluie, etc. Quand il tombe 2 gouttes de pluie, ils ont les pieds dans l'eau. Quand il y a de la neige, ils ont la neige même dans les tentes. Ils n'ont rien. Et des conditions humaines, mais absolument déplorables et invivables. L'ONU ne fait rien. Et puis, la Syrie et la Russie essayent de sortir, d'appeler ces gens à revenir chez eux, puisque leurs villes ont été libérées. Et en fait, l'armée américaine les empêche de quitter le camp et il est complètement encerclé, à la fois les terroristes des casques blancs et l'armée américaine qui les tiennent en otage, en fait, tout simplement en otage et en bouclier humain pour jouer avec, en faire une carte de pression sur l'État syrien. Et puis, bien sûr, il se gargarise de mots d'humanisme et de conditions et de droits humains, etc. Puisque ça, c'est une catastrophe. Sur le plan, alors par contre, le passage d'Onsib, qui est entre la Syrie et la Jordanie, a été ouvert et il y a tous les jours pratiquement des gens qui reviennent et l'État syrien met en place des facilités pour les gens, pour leur faire leurs papiers, etc., mais aussi des facilités de transport pour les ramener dans leurs villages qui ont été libérés. De la même manière, par rapport aux réfugiés qui sont au Liban, donc le président du Liban, le président libanais, le général Aoun, a pu surmonter toutes les difficultés avec Hariri, en fait, et a pris sur lui de faciliter le retour des Syriens, des réfugiés syriens en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères libanais a pris la même position par rapport à l'Union européenne, Federica Mogherini, qui est revenue pour dire bon, les réfugiés, c'est quand même, il faut les garder, etc. Là, ils ont dit non, de toute façon, les réfugiés syriens, l'État syrien veut les reprendre, et nous, notre devoir, c'est de faciliter leur retour à leur pays. Donc là, ça a été très, très important. Et c'est une décision importante de la part du Liban par rapport aux réfugiés syriens. Dans le même ordre d'idées, je voudrais dire quand même que la Syrie a été invitée à un conseil des parlements arabes dernièrement, donc là c'est un fait important. Et cette présence syrienne a permis de prendre des positions. Alors, c'était la Syrie, l'Irak, le Liban et la Jordanie.
il y a eu une position collective qui était très, très intéressante, qui a été dans le sens du soutien du front de l'axe de la résistance, et puis surtout de traiter en traître tous ceux qui reconnaissent l'État d'Israël et qui normalisent les relations avec l'État d'Israël. Ça, c'est un phénomène, c'est une position très importante et inutile. Je peux dire que ça a été vraiment le sceau de la présence syrienne dans ce collectif des parlements arabes, puisque c'est la première fois que la Syrie assiste à ces manifestations des différents pays arabes depuis le début de la guerre contre la Syrie. Donc, et son retour a été couronné d'une position patriotique très importante qui a été prise collectivement, dont effectivement l'instigateur était la Syrie. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et je peux dire que ça, c'est une des conséquences directes de la victoire syrienne et des victoires syriennes qui font que et du renforcement de l'axe de la résistance qui a été donc qui a montré à tout le monde que de toute façon en résistant on finit par être victorieux, par sauver sa souveraineté et qu'il est important aujourd'hui de s'opposer. Ah oui, puis le point important, c'est que Jérusalem restera la capitale de la Palestine à jamais. Et donc, la position importante, c'est contre la judaïsation de Jérusalem et contre le contrat du siècle, disons, qui est présenté par l'administration américaine par rapport à la Palestine. Donc, bien entendu, c'était un point de soutien très, très important pour les Palestiniens. Si je reviens donc après, pas après, ça s'est passé avant la visite du président Assad à l'Iran, donc où il a pu rencontrer le chef de la révolution, Khamenei, où il a rencontré aussi le président iranien. Donc les points les plus importants, c'est que d'abord il a félicité l'Iran pour sa victoire, la 40e année après la révolution et sa résistance au blocus et à toutes les sanctions qui sont imposées, et que malgré tout l'Iran s'est développé sur le plan de la recherche scientifique, de la santé, sur le plan militaire, sur le plan économique et politique, etc., et sur le plan de la population, et surtout sur le plan aussi de l'enseignement et de la science et de la recherche scientifique, et de la réalisation aussi de ses propres armes militaires lui-même, et aussi le président Assad a été reçu comme le grand leader arabe victorieux, donc et triomphant. Donc ça a été une rencontre au cours de laquelle la Syrie et l'Iran ont resserré leurs liens, ont réaffirmé leur unité stratégique, unité dans la stratégie de résistance et de lutte contre le sionisme d'une part, et puis de coopération économique, scientifique, militaire, etc., pour faire face au blocus dont ils souffrent tous les deux, au blocus économique qui est exercé par les États-Unis et les pays de l'OTAN contre l'axe de la résistance. Je tiens quand même à dire, effectivement, ça a été donc une très grande, une très belle rencontre, mais qui a permis aussi, sans doute, de poser la stratégie
militaire pour la suite des événements en Syrie. Et donc, il a certainement été question d'Idlib et des accords Astana, à Sochi, et la Turquie qui n'applique pas ces accords. Mais bon, donc ça, on n'en sait pas plus sur ce détail. Mais je pense que la Syrie est assurée quand même du soutien de l'Iran, malgré le blocus sur tous les plans, de toute façon. Je voudrais dire quand même que suite à ça, la décision qui a été prise par l'Angleterre de la décision et puis de mettre le Hezbollah comme une organisation terroriste sur le plan politique et militaire, etc. Ou organisation antisémite. C'est une manière aussi de combattre parce que ça a aussi impliqué ça fait qu'il y a aussi des sanctions ou des blocus qui sont appliqués contre le Hezbollah, les dirigeants de Hezbollah, mais aussi de tous ceux qui participent à aider et à soutenir le Hezbollah. Là aussi, ça a été lié, d'ailleurs, on le voit, à des décisions qui ont été prises aux États-Unis par rapport à Israël, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre Israël sont antisémites, parce qu'on a assimilé l'antisionisme à l'antisémitisme. Et en France, c'est pareil, on assimile l'antisionisme à l'antisémitisme. Macron a décrété ceci aussi. Et en Angleterre, ils ont commencé à mener des attaques contre le parti travailliste de Jeremy Corbyn. Ils ont commencé à l'attaquer, à dire que c'est un parti antisémite. Hein, et tout de suite, il y a eu 4 ou 5 députés qui ont quitté, etc. Ils ont attaqué même le mouvement des Gilets jaunes en disant que c'est un mouvement antisémite. Enfin, c'est tout ce on attaque tout ce qui bouge en l'accusant d'antisémitisme pour défendre le sionisme, à vrai dire. Donc, c'est très grave. Mais là, les positions sont de plus en plus tranchées et de plus en plus claires. On peut dire que Netanyahou est parti aussi rencontrer Poutine pour la 11e fois depuis peu de temps. Et là, il est revenu aussi sans aucune assurance et sans rien du tout. Comme on dit, il est revenu les bras bredouilles. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, la situation, elle va, on peut dire, sur le plan militaire, l'armée syrienne aussi s'oppose à toutes les attaques, les violations du cessez-le-feu des terroristes parce ils envoient des missiles sur Alep, des missiles sur Latakia, des missiles sur Hama, il y a eu même une attaque de la centrale électrique à nouveau, de la centrale thermique de Mhardé. Il y a des morts et des blessés, mais en même temps, l'armée arabe syrienne s'attaque au point à ces terroristes et à leurs quartiers généraux à l'intérieur d'Idlib, en faisant à chaque fois des morts et des blessés parmi eux et de graves destruction de leur armement et de leur centre de logistique, etc. Mais c'est vrai que la situation d'Idlib reste une situation assez problématique puisqu'il y a un rassemblement important de terroristes qui est dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, même Erdogan, il a menacé les États-Unis en leur disant on va vous envoyer 1,5 million des terroristes d'Idlib. En fait, je pense qu'il y a une grosse exagération dans les chiffres. Hein.
on va vous les envoyer, on va pas les envoyer en Turquie, en Europe, mais on va vous les envoyer aux États-Unis. Enfin, ça fait un peu sourire, je peux dire. Mais d'un autre côté, Al-Hashd al-Sha'bi du côté de l'Irak a aussi à nouveau lancé ses opérations à Al-Anbar contre les poches restantes de Daesh. Alors maintenant, un point important, tout le monde sait que ces terroristes qui sont repêchés par les Américains sont amenés ailleurs. Et les gens se posent la question, le monde entier se pose la question, où est ce ailleurs? Donc en fait, ils les amènent en partie au Pakistan, en partie en Afghanistan, en partie, etc. Et le reste, on ne sait pas. Et c'est pas encore très connu, mais on pense que c'est aussi vers les frontières de la Russie ou de l'Ukraine. Donc c'est un embrasement général que préparent les Américains ou que prépareraient les Américains par des attaques terroristes ou en disséminant ces terroristes un petit peu partout. Voilà, alors maintenant le point retour des réfugiés en Syrie. Il y a bien un retour de plus en plus important du côté du Liban, des réfugiés syriens du Liban qui reviennent dans leurs villages qui ont été libérés. Il y a des retours des réfugiés de Jordanie aussi qui reviennent, puisque les relations sont beaucoup plus détendues côté Syrie, Jordanie et du côté Syrie-Liban. Donc, il reste effectivement des réfugiés de Rukban qui sont complètement pris en otage et interdits de revenir dans leur village du sud de la Syrie, qui sont libérés par les hordes américaines, par les Américains et les terroristes qui sont là-bas. Parce que, alors, en plus, les Américains, non seulement ils leur interdisent de quitter le camp à Rukban, mais aussi ils interdisent aux convois humanitaires de rentrer eux-mêmes distribuer les vivres. Alors, les vivres sont distribués par les terroristes. On peut imaginer comment ça se passe. Oui. C'est eux qui prennent donc les aides humanitaires et c'est eux qui pratiquent leur violation de tous les droits pour distribuer un minimum de vivres aux gens. Donc, voilà. Alors, Sarr, il reste 3 minutes avant la fin de ce site-rep. On peut peut-être, si vous me permettez, faire une série d'informations, égrener en fait des informations courtes qui donnent quand même une idée de ce qui se passe. Vous m'avez signalé la découverte de 8 tonnes de C4, qui est un explosif très puissant dans un ancien stock des terroristes. Vous m'avez également fait part de la saisie par l'armée syrienne d'un stock énorme de hashish et de pilules de Captagon, plusieurs centaines de kilos d'ailleurs de Captagon, je crois, qui étaient destinés aux terroristes. Et donc ça donne une idée en fait de ce qu'ils avaient l'intention d'en faire, sachant que non mais ça effectivement, ce sont des chargements de Captagon. Les Captagon et le hashish, ils arrivent en fait. Ils ont été découverts dans un camion qui est arrivé en Syrie par les frontières libanaises. Et en fait, c'est 700 000 pilules comprimées de Captagon et puis 157 kilos de hashish. Ça, c'est un point. Par contre, les 8 tonnes de C4, en fait, qui est super explosif, ont été découverts par les services de renseignement dans une cachette. Et il faut dire que c'est un produit qui est extrêmement explosif et que ces 8 tonnes, elles pourraient faire exploser des villes entières.
Donc là, ça montre à quel point, effectivement, les criminels qui menaient et qui continuent à mener cette guerre contre la Syrie. Moi, j'aurais voulu aussi parler 2 minutes une minute rapidement de la reprise économique en Syrie, que les chemins de fer qui faisaient le trajet, enfin le trajet entre Latakia, Homs, Hama, Homs et Al-Qalamoun, en fait, a été remis en état, et aujourd'hui le premier convoi de céréales a été envoyé par ce train, ce qui est très important, que pas mal d'usines ou d'industries ont redémarrent. La Syrie participe régulièrement à des salons fabriqués en Syrie, etc. Aussi bien un peu partout, mais aussi en Syrie, il y a aussi des salons qui montrent les produits syriens et qui exposent pour la consommation. Et donc, on peut dire que malgré le blocus et malgré les dites sanctions, entre guillemets, la série de sanctions appliquées à nouveau sur nous-mêmes, sur la Syrie, sur nos amis et sur nos alliés, bon, malgré tout, la Syrie résiste, triomphe et arrivera effectivement à redémarrer économiquement, humainement et socialement mieux qu'avant. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Et à tous nos auditeurs, je vous salue. Merci Essar pour nous avoir livré cette actualité de votre pays dans ce CITREP, le numéro 58. Merci de nous informer de ce qui se passe, parce que les canaux d'information de Syrie sont rares malheureusement. Il n'y a pas qu'un blocus économique, il y a aussi un blocus médiatique de la Syrie. Absolument. Pour empêcher que la véritable version des choses soit connue en Occident. Donc merci Essar de tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et puis à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour le 59e CITREP. Merci à vous Tom et à tout le monde. Au revoir. À très bientôt. Au revoir Essar. Merci.